Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode numéro 4 de L'Europe sort de l'histoire. En effet, il y a plus d'ingénieurs russes que d'ingénieurs américains et surtout européens. Une société stabilisée, une économie en ordre de marche, devons-nous arrêter l'analyse à ce stade? Suffit-elle déjà à comprendre l'efficacité dont font preuve les Russes dans la durée de la guerre elle-même? À la veille de l'invasion de l'Ukraine, je le rappelle, la Russie, en incluant la Biélorussie, ne pesait que 3,3% du PIB de l'Occident. Comment ces 3,3% ont-ils pu tenir et produire plus d'armement que l'adversaire? Pourquoi les missiles russes, dont on attendait la disparition par épuisement des stocks, continuent-ils de tomber sur l'Ukraine et son armée? Comment une production massive de drones militaires a-t-elle pu se développer depuis le début de la guerre, après que les militaires russes eurent constaté leur carence dans ce domaine? Quand nous en reviendrons aux États-Unis, je le montrerai le caractère largement fictif de leur PIB qui enregistre des activités dont on ne sait trop s'il faut les qualifier d'inutiles ou d'irréelles. Pour l'heure, disons seulement que le PIB de la Russie représente, lui, davantage la production de biens tangibles que des activités mal définies. Allons plus loin, descendons dans les profondeurs sociologiques de la population active, car mieux et plus qu'un PIB, une économie est une population qui travaille avec ses différents niveaux de formation et ses types de compétences. Or, ce qui distingue fondamentalement l'économie russe de l'économie américaine et encore plus de l'Europe, c'est parmi les personnes qui font des études supérieures la proportion bien plus importante de celles qui choisissent de suivre des études d'ingénieur. Vers 2020, 23,4% contre 7,2% aux États-Unis et 3,2% en Europe. La Russie n'est pas seule. Dans ce cas, si l'on comprendra très vite que l'indicateur est opérationnel et l'on précise que le Japon compte 18,5% d'étudiants ingénieurs et que l'Allemagne, dont les performances industrielles nous fascinent, en compte 24,2%. La France a un peu rattrapé son retard, mais à 14,1%. Et comme vous le savez, je suis prof en troisième année d'école d'ingénieur à l'INSA et le niveau a baissé. Mais nous ne devons pas oublier que les 14,1%, nous devons défalquer les polytechniciens, ingénieurs des mines et centraliens qui vont se perdre dans la banque et l'ingénierie financière. Que représentent ces 23,4% de Russes sur un plan quantitatif brut face aux 7,2% d'Américains? Rapportons ces pourcentages à la population des deux pays. La Russie avait alors 146 millions d'habitants et les États-Unis 330 millions. David contre Goliath. On l'oublie en raison de la superficie du territoire russe, mais en termes démographiques, le combat est asymétrique. Les États-Unis sont en eux-mêmes et sans leurs alliés énormes. La Russie, elle, est à peine plus peuplée que le Japon et l'on pourrait donc concentrer sans trop d'efforts sa population sur les trois archipels japonais. Prenons le nombre de personnes âgées de 20 à 34 ans dans les deux pays, soit 21,5 millions en Russie vers 2020 et 46,8 millions aux États-Unis. Nous retrouvons ici le déséquilibre global. Par ailleurs, et même si les études supérieures ne sont pas définies exactement de la même manière en Russie qu'aux États-Unis, estimons que dans ces deux pays, 40% d'une cohorte font des études supérieures. Nous pouvons maintenant procéder à un calcul fatidique. Aux États-Unis, 7,2% de 40% de 46,8 millions de personnes donnent 1,35 million d'ingénieurs. En Russie, 23,4% de 40% de 21,5 millions en donnent 2 millions. Malgré la disproportion des populations, la Russie parvient à former nettement plus d'ingénieurs que les États-Unis. Et ne parlons pas de l'Europe. Je suis conscient du caractère partiel de ce calcul qui ne tient pas compte du fait que les États-Unis importent des ingénieurs et de manière plus générale
une fraction très importante de leur communauté scientifique, souvent d'origine chinoise ou indienne. Reste que nous pouvons comprendre comment le David russe a pu faire face sur le plan industriel et technologique et donc militaire au Goliath américain. Parlons maintenant des classes moyennes et de la réalité anthropologique. Lorsqu'on examine les écrits sociologiques et politiques occidentaux des années 1840 à 1980, il est clair que la classe ouvrière a été la question centrale, la classe problématique dont le comportement devait entraîner ordre et désordre, stabilité ou révolution. On espérait en elle et elle effrayait sur le point de vue. Aujourd'hui, quand notre monde globalisé, les principales tâches de nos classes ouvrières ayant été délocalisées en Asie, ce sont les classes moyennes qui retiennent l'attention des sociologues et des politiques. Et ces petites vidéos, d'ailleurs, ne fait pas exception à la règle. On espère en elles quand elles croissent, on s'inquiète quand elles s'appauvrissent. Le marxisme attendait une révolution surgie du prolétariat. Le néolibéralisme attend du soulèvement des classes moyennes russes, chinoises, iraniennes, la chute des régimes réfractaires à l'ordre occidental. Depuis la leçon d'Aristote, je l'ai rappelé dans une vidéo précédente, il est convenu à l'Ouest que sans classe moyenne dominante, une société ne peut être équilibrée, démocratique, libérale. Et de fait, on note au cours des dernières décennies un rapport entre l'émergence de classes moyennes éduquées et le développement de tendances libérales, voire libertaires. Mais la structure de classe définie en termes économiques ou éducatifs est-elle vraiment le seul facteur de réussite ou d'échec de la démocratie libérale ? Observons les classes moyennes russes. Pouvons-nous raisonnablement imaginer qu'elles renversent un jour le régime autoritaire de Poutine ? Après tout, c'est bien l'arrivée à maturité d'un certain type de classe moyenne définie par l'éducation qui a fait s'effondrer le communisme. En 1976, dans la chute finale et c'est de la décomposition de la sphère soviétique, il avait été indiqué que l'échec économique du système avait prédit sa déconfiture en s'appuyant sur une augmentation observée du taux de mortalité infantile. Le facteur déclenchant de cette chute, toutefois, n'a pas été, me semble-t-il, maintenant la paralysie économique du système, mais bien plutôt l'émergence d'une classe moyenne éduquée supérieure. Mais que représentait le communisme soviétique, le stade premier de l'alphabétisation de masse ? Nous pouvons empiriquement associer la diffusion d'un tempérament démocratique primaire sous différentes formes, libérales ou autoritaires, égalitaires ou inégalitaires, selon les structures anthropologiques de chaque pays, ou passage d'un seuil de 50% d'hommes alphabétisés. Dans le monde anglo-américain, ce passage engendra un libéralisme pur dès les XVIIe et XVIIIe siècles. En France, un libéralisme égalitaire à partir du XVIIIe siècle et en Allemagne, la social-démocratie et le nazisme au XIXe et XXe siècle. En Russie, le communisme. De la même manière, ensuite, l'accession à l'enseignement supérieur de 20 à 25% des étudiants par génération entraîna l'effritement de ces idéologies primaires associées au stade de l'alphabétisation de masse. Une nouvelle stratification des sociétés se met en place. Le rapport au texte écrit et à l'idéologie devient plus critique. La parole de Dieu, des incantations, du Führer, des consignes du parti et même des partis eux-mêmes cessent d'être transcendantes. La Russie a atteint ce seuil entre 1985 et 1990. Aux États-Unis, ce fut vers 1965, mais nous y reviendrons dans une vidéo suivante. Nous observons donc bien une concomitance entre l'apparition de classes moyennes ayant fait des études supérieures et la débâcle du communisme. Mais c'était il y a 3 ou 4 décennies. Le régime de Poutine est issu de cette crise. Il a succédé au communisme après la phase d'anarchie, plutôt de libéralisme des années 1990. Les Occidentaux rêvent donc de classes moyennes à double effet
qui abattrait Poutine après avoir fait tomber le communisme. D'où leurs appels répétés aux classes moyennes avancées des grandes villes russes. Cet espoir n'est pas complètement absurde. Il est exact que c'est dans les classes éduquées et vraiment supérieures de Moscou et de Saint-Pétersbourg que l'on dénombre le plus grand nombre de Russes hostiles à Vladimir Poutine. Ce sont d'ailleurs ces mêmes classes et ces mêmes villes qui avaient soutenu Boris Eltsine, le tombeur de l'Union soviétique, ce chouchou des réformateurs libéraux de l'économie russe venus d'Amérique au début des années 90. Les belles études de géographie électorale d'Alexandre Latsa montrent qu'effectivement les partis d'opposition à Poutine sont plus forts dans les quartiers les plus aisés des grandes villes, là où se concentre la population la plus éduquée. On pourrait même tenter de construire un modèle sociopolitique qui opposerait la Russie à l'Occident par la mise en évidence d'alignements de classes différents. D'un côté, un régime russe qui s'appuierait sur les classes populaires et aurait marginalisé les classes moyennes, de l'autre, un système occidental dans lequel les classes moyennes supérieures, alliées aux classes moyennes centrales, auraient réussi à marginaliser les milieux populaires. Mais une telle représentation fait trop bon marché de ce qui distingue les classes moyennes russes de leurs homologues occidentales. Si les classes moyennes russes sont certainement un peu plus libérales que le reste de la population, elles sont loin d'être en tout point semblables aux classes moyennes occidentales. Le fait qu'elles produisent beaucoup plus d'ingénieurs nous l'a déjà révélé. Leur différence est ancrée dans un fond anthropologique singulier, qui est d'ailleurs l'un des éléments d'explication de la solidarité de la Russie face à l'Occident. En 1983, j'avais formulé l'hypothèse qu'un lien entre le communisme et la famille communautaire paysanne observable non seulement en Russie mais en Chine, en Serbie, en Toscane, au Vietnam, en Lettonie, et en Estonie et dans les régions intérieures de la Finlande, ce type de familial patrilinéaire rassemblant le père et ses fils mariés dans une exploitation agricole véhiculait des valeurs d'autorité du père sur ses fils, d'égalité des frères entre eux. La Russie, il y avait la particularité d'être récent, n'ayant atteint la paysannerie qu'au tournant du XVIe siècle et XVIIe siècle, tout comme le servage. Il n'avait donc pas encore beaucoup abaissé le statut des femmes, comme en Chine par exemple. Le principe patrilinéaire se perpétue aujourd'hui symboliquement en Russie par le biais des trois noms, prénom, nom du père, nom de famille. Vladimir Vladimirovitch, fils de Vladimir Poutine, Sergueï Vatrovitch, fils de Viktor Lavrov. En France, cela donne Emmanuel, fils de Jean-Michel Macron, ou Marine, fille de Jean-Marie Le Pen. Le système est commun à toutes les classes sociales et s'étend aux personnes qui ne sont pas d'origine russe. La présidente de la Banque centrale russe, née dans une famille tatare, s'appelle Evirana Shakpisdovna Nabiulina. Le communisme n'est pas né du cerveau fécond de Lénine avant d'être imposé dans une minorité active. Il a résulté de la dislocation de la famille paysanne traditionnelle, l'abolition du servage en 1861, l'urbanisation et l'alphabétisation ont affranchi l'individu de l'étouffante famille communautaire. Mais l'individu libéré s'en est trouvé tout à fait désorienté. Il a cherché dans le parti, dans l'économie centralisée, dans le KGB, des substituts de la puissance paternelle. On pourrait dire que le KGB était en un sens l'institution la plus proche de la famille traditionnelle parce qu'il s'occupait personnellement des gens très en détail. Étant donné cette naturalité sociale du communisme dans l'histoire russe, il est peu vraisemblable qu'après son effondrement s'imposerait entre Moscou et Vladivostok une démocratie libérale d'alternance de type occidental. Les valeurs d'autorité et d'égalité observées dans la famille puis dans l'ensemble de la vie sociale à l'époque soviétique ne pouvaient s'éteindre en quelques années à peine. Mon hypothèse me semble raisonnable et réaliste, mais j'ajouterai qu'elle est banale. Aveuglement de la diversité du monde.
Nous devons en effet nous rappeler que l'existence d'un tempérament communautaire russe spécifique, extérieur à la politique, mais capable de l'influencer, a beaucoup été largement admise en Europe de l'Ouest. Prenons l'ouvrage magnifique d'Anatole Leroy-Beaulieu, L'Empire des Tsars et les Russes, dont la première édition remonte à 1881 et la troisième augmentée en 1890. Voici ce qu'on peut y lire. À l'usine comme au village, le moudjik se montre peu individualiste. Sa personnalité s'efface volontiers dans la communauté. Il a peur d'être seul, il a besoin de se sentir uni à ses pareils, de faire corps avec eux. La grande famille patriarcale, sous l'autorité du père et de l'ancien, les communautés de village sous l'autorité du mir, l'ont d'avance façonné à la vie commune, partant à l'association. Dès qu'il entreprend un travail, dès qu'il quitte son village, surtout le moudjik se groupe en artèles. Ainsi, notamment de la plupart des ouvriers et paysans des grandes fabriques, ils connaissent la force de l'association et ils forment entre eux des artèles temporaires qui, loin de leur ibza loin de leur village, leur tiennent lieu de famille et de commune. L'artèle est leur refuge et leur appui durant l'exil à la fabrique. Grâce à l'artèle, ils se sentent moins isolés et moins dépaysés. L'artèle, avec ses tendances communistes et ses pratiques solidaires, est la forme spontanée, la forme nationale de l'association. On trouve donc ici le mot communiste en 1890, à propos du peuple russe. Ce que la France de la première moitié de la Troisième République pouvait concevoir, nous en sommes devenus incapables. Quand à peu près au même moment, en 1892, nous entrions dans une alliance avec la Russie, nous savions qui était notre partenaire, un pays au tempérament communautaire, pour ne pas dire communiste, l'Empire des Tsars. Au risque de surprendre encore un peu plus, je rappellerai que l'Amérique d'Eisenhower avait conscience d'une spécificité russe. L'anthropologie culturelle américaine avait été mise à mal sur la culture russe. Mentionnons d'abord les ouvrages des deux grands de la discipline, Soviet Attitude Toward Authority de Margaret Mead en 1951 et The People of Great Russia de Geoffrey Gorer et John Rickman en 1949. Gorer était britannique mais un élève de Mead. Ajoutons, pour son titre particulièrement évocateur, The Impact of Russian Culture on the Soviet Communist de Dingo Tomatsik, 1953, un bel article datant de 1953 intitulé Culture and World View, a Method of Analysis Applied to Rural Russia, est paru dans American Anthropologist, offre une description très claire de la famille communautaire russe et de la famille nucléaire ukrainienne. Je l'utiliserai dans une vidéo suivante pour comprendre ce qui se sépare de la petite et de la grande Russie. En pleine guerre froide, l'Amérique s'intéressait à son adversaire et plus précisément ne se privait pas de chercher dans les tréfonds culturels des nations la source de leur retard en Italie ou de leur bizarrerie autoritaire en Allemagne ou au Japon. Régnait alors que dans les esprits l'idée que le monde n'était pas homogène. Cette disposition culmina dans le texte devenu culte et souvent critiqué de Ruth Bénédicte, le Chrysanthème et le sabre, redirigé en 1944-1945 à la demande de l'armée sur la base d'interviews de prisonniers de guerre japonais. Il fallait comprendre la mentalité de l'ennemi pour préparer à occuper la mentalité de ce pays. Ce travail a contribué à faire admettre que les Japonais étaient différents et accepter de maintenir l'empereur. Il existait donc dans le système mondial américain en construction une tolérance à la diversité qui reposait sur un tempérament américain pluraliste mis en forme par une école d'anthropologie raisonnable.
Je suis personnellement convaincu que l'une des raisons qui ont permis d'éviter que la guerre froide dégénère en guerre tout court est que si les dirigeants américains se pensaient au niveau conscient défenseurs de la liberté en général contre le communisme en général, ils sentaient qu'au fond, il existait une spécificité russe et que la menace communiste n'était pas si universelle que ça. George Kennan, l'inventeur de la notion de contentment, était tout sauf un anticommuniste aveugle. Il parlait russe, il connaissait et aimait la culture russe, la stratégie qu'il conçut visait à prévenir une confrontation armée. Jusqu'à sa longue vieillesse, il est mort en 2005 à 101 ans, Kennan ne cessa de s'indigner de la manière dont elle avait été dénaturée au Vietnam et ou par Reagan. L'une des dernières prises de position publique en 1997 nous mettait en garde contre une extension de l'OTAN à l'Est. Bien sûr, les États-Unis ont aussi connu le macartisme, paranoïa universaliste que Kennan vomissait. Mais la flambée fut brève et limitée. Pour que l'intolérance ne déployât dans toute sa splendeur, il aura fallu attendre les néoconservateurs, ces héritiers triomphalistes du macartisme. C'est de la guerre du Vietnam que date, à mon avis, l'universalisation absolue de la menace communiste par les dirigeants américains. Walt Rostow, en 1916-2003, conseiller pour la sécurité nationale sous les administrations de Kennedy et de Johnson, fut l'un des artisans de ce déclin intellectuel avec son livre « Les étapes de la croissance économique », un manifeste anticommuniste publié en 1960 en anglais. On y trouve une idée très juste et une idée très fausse. L'idée très juste est que tous les pays, au cours de leur développement, traversent une phase dangereuse durant laquelle peuvent se produire une crise politique. Rostow l'associe au développement économique. Je l'attribue à l'alphabétisation, mais qu'importe. Arrive ensuite l'idée très fausse. Il suffirait alors d'intervenir pour empêcher la crise politique et permettre aux pays traités par l'armée américaine de passer directement de la crise démocratique libérale. Rostow fut l'un des faucons de la guerre du Vietnam et l'idée sous-jacente à son ouvrage est évidemment que le communisme pourrait se répandre partout. Le Vietnam, pays de familles communautaires, avait une prédisposition au communisme qui y a donc triomphé malgré l'intervention américaine. Le Cambodge, où un système familial nucléaire archaïque dominait, mais pays si proche du Vietnam qu'il devint une zone de guerre, implosa dans le régime Khmer Rouge. Reste que le communisme réel ou devenu fou n'est pas allé plus loin, ni en Malaisie, ni en Thaïlande, pays de famille nucléaire. L'attitude actuelle vis-à-vis de la Russie, une incapacité à percevoir le régime de Poutine autrement qu'en termes généraux, un refus de tenir compte de l'existence d'une culture russe qui l'expliquerait, résulte donc d'une maturation de l'attitude occidentale. Et oui, c'est cette mutation par étapes à partir des années 1960. La disparition de notre aptitude à concevoir la diversité du monde nous interdit une vision réaliste de la Russie. Il était évident que la Russie post-communiste allait conserver les traits communautaires malgré l'adoption de l'économie de marché. Et que l'un de ces traits serait l'existence d'un État plus fort qu'ailleurs, qu'un autre serait un rapport de ces États aux diverses classes de la société différent de celui qui existe en Occident, qu'un autre encore serait l'acceptation des degrés divers dans toutes les classes de la société, plus forte dans les milieux populaires, plus mitigée dans les classes moyennes, qu'une certaine forme d'autoritarisme et d'aspiration à l'homogénéité sociale. Nous devons aussi comprendre que ce qui fait la solidité de la Russie, ce qui lui a permis de préserver sa souveraineté dans un régime mondialisé, c'est sa capacité spontanée à empêcher le développement d'un individualisme absolu. Aucun jugement de valeur dans cette constatation. Je parle ici comme un anthropologue américain des années 50. Il subsiste en Russie suffisamment
de valeurs communautaires, autoritaires et égalitaires pour qu'y survive l'idéal d'une nation compacte et que réapparaisse une forme particulière de patriotisme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.